Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Pop, l'émission qui fait le tour de toute l'actu ciné-série, enfin toute la pop culture tout simplement, pas besoin de tergiverser. Donc on va faire le tour de toute la pop culture ensemble avec la petite équipe, que je vais vous présenter tout de suite maintenant. On va commencer par Angel. Salut Angel, est-ce que ça va Angel? Ça va très bien, c'est juste qu'on a un temps, soit il y a du soleil, soit il y a plein de flotte. Bon, nous ça va, bon, c'est juste le vent qui est chiant en ce moment dans le sud. Ah, le nord, c'est infernal. Nous sommes aussi avec Sophie. Salut Sophie, ça va Sophie? Salut. Bah ça va mieux, mais je crois que je me renrhume à nouveau parce que la météo, comme dit Angèle, est infernale. Ça change, Entre ça et l'actu, je sais pas ce qui est le pire. Samedi, dimanche 25 et aujourd'hui il fait 12 quoi. Ouais, Cherchez. il pleuvait tellement hier ou avant-hier que je me suis dit putain, c'est la tempête quoi. Il aurait pu pleuvoir dimanche pour qu'il y ait moins de connards qui aillent voter. Ça aurait pu être. Je suis pas sûre que Le problème, c'est que c'est eux qui sont prêts à affronter le mauvais temps pour aller au bureau de vote, hein, pas les autres. Ouais. Oui. Moi, j'ai été levé aux aurores par Faye pour à 7h. Elle était bon, allez, on y va. C'est parti. Ça vaut pas 8 heures les bureaux de vote? Oui, non, mais le temps qu'on me lève, il me faut 1 heure de préparation avant de pouvoir être prêt et frais et dispo. Ah la vache, je me lève, un quart d'heure plus tard, je suis dans la bagnole, je vais au boulot. Ah non, moi. Ouais, non, moi je suis aussi comme toi, Angèle, mais c'est parce que je veux pas me lever trop tôt. Tu sais, j'ai une peur psychologique à 6h du mat, c'est trop tôt. Je me lève du coup à 6h30 et je mets que 30 minutes à me préparer. Voilà. Et nous sommes aussi avec Space aussi, que je n'ai pas présenté. Bonjour Space. Bonsoir. Donc, les news de la semaine. Vous avez la review de The Acolyte qui est en train d'être montée par la chère petite Faye. Elle a fait ça dimanche, en pleine soirée électorale. Elle aime bien, parce que c'est vrai que pour le moment, je n'ai même pas regardé. Et bah, elle aime bien, elle trouve ça plutôt cool, a priori. Et elle a poussé très fort pour que je regarde. Donc, je ne regarderai pas parce que j'ai pas envie. Mais ouais, voilà. Sinon, tiens, je l'ai pas mis dans les news, mais il y a Max qui est sorti, HBO Max, enfin Max, qui est sorti aujourd'hui en France. Et comme on était très en manque de Steven Universe avec Faye, on a voulu le prendre. Il n'y a pas sous-titres français. Il y a juste les sous-titres suédois. Je ne comprends pas. Voilà. C'est le temps, à mon avis, qui balance tout sur leur plateforme. Ouais. Mais par contre, j'ai commencé Sympathizer, ouais, enfin bref, la série avec Robert Downey Jr. Sur l'espionnage en Indochine, tout ça. Et c'est vraiment, enfin, j'ai vu qu'un épisode et c'est vraiment sympa. Hein. Vraiment, si vous avez l'occasion, je vous conseille petite série HBO. Voilà. Bref. Dans les autres news, bah, j'en ai pas d'autres à vous soumettre. Donc, il y a un article de Faye sur Surford, sur Haute Tension qui est sorti de Alexandre Aja. Petit lien avec ce qu'on va parler tout à l'heure, puisque quand Sophie m'a parlé du réalisateur de la review de cette semaine, j'ai dit que c'était le Alexandre Aja qui n'avait pas réussi. Vous comprendrez. Et moi, je dis que c'était moche de dire ça, voilà. Ouais. Après, peut-être qu'il n'avait pas la même ambition. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment essayé de passer aux US, Xavier Jeans. Je crois pas. Si, il a déjà essayé. Hein. Ah oui, puisqu'il avait fait Hitman. Oh, oui. Qu'est-ce que c'était Ah oui, c'est vrai. Bah, non, mais il vaut mieux l'oublier, ce film. Et un film où ils étaient enfermés dans un bunker, The Divide, un truc comme ça. Peut-être, ouais. Peut-être. C'était pas si mal que ça, quoi. Ah, mais Hitman, c'était vraiment... Ah, il a été massacré par la production? Peut-être. Oui. Et c'est bien ça, c'est The Divide, avec des rescapés d'une attaque nucléaire dans un bunker. D'accord. On en parlera après. On va commencer avec les news comics. Et c'est Space qui a fait le taf pour les news comics, puisque
Je lui ai demandé, t'as vu des trucs? Il m'a dit, il y a ça et ça. Et j'en avais pas entendu parler. Donc j'ai sélectionné les news, j'ai dit, je vais le lancer. Et puis voilà, ça fera le taf. Vas-y, je t'en prie. Donc, on va commencer en parlant de Spider-Man Reign 2. Donc, en français, le premier volet, ça s'était fait rebaptiser l'Empire. Donc, c'est en fait une sorte de Dark Knight Returns, mais version Spider-Man, où un Peter Parker vieillissant qui n'arrive pas à se remettre de la mort de sa Mary Jane adorée et de beaucoup de ses personnalités est complètement en pure dépression. Et suite à un événement particulier, il va être obligé de reprendre le costume de Spider-Man pour combattre le maire de la ville qui est en train d'exercer le pouvoir d'une main de fer. C'était un titre qui était plutôt intéressant, que ce soit graphiquement ou scénaristiquement. Ça changeait du Spidey qu'on a l'habitude de voir. Et donc, Keir Andrews, qui était le scénariste et dessinateur de la série originale, a annoncé donc une suite où cette fois, il intégrait d'autres éléments du lore de Spider-Man qu'on n'avait pas pu voir à l'époque, notamment Miles Morales. Pourquoi on ne l'avait pas vu à l'époque? Parce qu'il n'existait pas à l'époque, tout simplement. Et donc là, on aura un Miles Morales vieillissant qui va s'opposer à un vieux Peter Parker, comme on peut voir sur la pochette qui est affichée ici. Et je trouve que c'est pas forcément la plus mauvaise des idées que de sortir une suite à ça, et en intégrant un peu plus de mythos de Spidey, même si la Black Cat version furry, je suis pas très fan. J'aime bien le personnage de Felicia Hardy, mais là vraiment ça fait furry de manga, c'est waouh, c'est problématique. Tu connaissais, Angel, ce titre? Ouais. Si je dis pas de conneries, c'est là où Mary Jane elle est morte à cause de. Voilà, elle a eu un cancer qui a été provoqué par quelque chose. Voilà. C'est un titre, l'Empire, que je conseille vraiment de lire. En plus, il y a eu la collection Multivers qui est à bas prix là, qui est sortie il y a quelques mois. Et il fait partie de la sélection et vous pouvez donc le trouver pour pas très cher. Franchement, si vous avez jamais lu ce titre-là, ça mérite un coup d'œil sans problème. Et le volume 2, je verrai ça au moins la première issue, et on verra après. Et l'autre, c'est parlons de super-héros français avec Fantax. Donc Fantax, c'est un personnage qui a été créé dans les années 50 par le créateur de Lug, donc Marcel Navarro. Et donc Fantax, en fait, c'est une grosse inspiration Zorro et ce fantôme, le fantôme du Bengale. Donc c'est un lord anglais, donc Horace Neighbor, qui, la nuit venue, se déguise en Fantax pour combattre le crime, et puis au bout d'un moment, il se retrouve à vivre des aventures un peu partout dans les coins les plus exotiques de la planète, surtout parce qu'en fait, les mecs, ils décalquaient directement des épisodes de Tarzan, de Burn Garth. On faisait de la BD comme on pouvait à l'époque. Hein. Je rappelle que la première cover de Batman qui est connue, là où on le voit sur sa liane, c'est un dessin de Flash Gordon qui a été décalqué. Ah, je savais pas. Si Bob Kane, c'est un escroc fini, donc forcément. Et donc Fantax va revenir, donc une nouvelle série qui va être gérée par Thierry Mornay, donc sous son nom américanisé de Terry Stillborn. Donc en fait, il s'amuse à reprendre beaucoup de personnages comme ça, de vieux personnages, notamment Zambla. Il travaille aussi sur le garde républicain, qui est le super-héros actuel français dont on aurait bien besoin en ce moment pour péter la gueule aux fascistes. Je dis ça, je ne dis rien. Et donc il a décidé de relancer une nouvelle série Fantax. Et surtout, en fait, on a annoncé un film live Fantax à venir pour l'année prochaine. Et quoi? C'est ma seule réaction à cette news. Franchement, les dernières adaptations françaises de super-héros, c'était la série Fantomette dans les années 90, et ça m'a pas laissé un très bon souvenir quand même. Il y avait comment ça s'appelle, le film, je l'ai jamais vu finalement,
où il y a le mec de Charlotte Gainsbourg dedans. Putain, merde, j'ai oublié le nom. Putain, Yvan Attal. Comment Ouais. devenir un super-héros? J'ai pas vu, j'ai jamais vu. Ouais, je crois que c'est. En super-héros français, t'as Judex. C'est un vieux film de Louis Le Feuillade Ouais. qui est assez cool. Il y a une bonne ambiance. Ok. Après, c'est pas son meilleur film, hein, mais Mm, et voilà. Mais Thierry Mornay, on Et est d'accord que c'est le. Thomas aussi. C'est pas vraiment un super-héros, mais. C'est plus un super vilain. Oui, c'est plus un super bien. Puis il a précédé les super-héros. On pourrait presque dire que c'est une inspiration si les Américains en avaient quoi que ce soit à foutre des romans français du début du XXe siècle. Mais... Thierry Mornay, c'est celui qui gère la partie comics chez Delcourt, on est d'accord Qui gérait. Je crois qu'il n'y est plus. Ah d'accord, ok. Bah voilà. Et ben merci pour ces 2 news super intéressantes. Et hâte de voir le film Fantax. Je t'avoue que je suis perplexe. Hein. Non, ça peut être très bien, honnêtement. Ouais, ça peut être Franchement, marrant. si on lui donne une vibe à l'ancienne, film d'aventure, comme on les faisait dans les années 60-70 en France, ça peut être vraiment très très cool, quoi. Ça peut pas être pire que Cinéman, par exemple. Cinéman, t'as vu que c'est qui l'a fait déjà de base, qu'est-ce que tu veux faire de bien avec lui, quoi. Oui, Je parle pas de l'acteur, hein. Oui, bah, les deux, hein, les deux. On va passer à la suite. Alors moi, il y a ces 2 news un peu tristes. C'est la fermeture du studio Gainax, donc un studio qui est connu pour pas mal de films d'animation. Pour les plus vieux d'entre nous, et je pense à Spades quand je dis ça, c'est Nadia et le secret de l'eau bleue. Oui. Moi, j'ai surtout des souvenirs émus de ma découverte de Evangelion en VHS pirate importé du Portugal, avec des sous-titres portugais, comme c'était pas du tout le même format de VHS qu'en France. Moi, les VHS étaient en couleur, mais je pouvais les voir qu'en noir et blanc. Gainax, c'était un studio important jusqu'au début des années 2000. Maintenant, c'est plus qu'une coquille vide depuis le départ de Hideaki Anno, qui était la force créative au niveau scénario du groupe. Après, la force créative au niveau graphique, ils ont fondé le studio Trigger qui a fait Kill la Kill. Donc franchement, Gainax, on perd juste le nom, réellement. Moi, ça me chagrine pas tant que ça. Enfin bon, c'était juste pour se rappeler que ça a été un grand de l'animation. Ils ont fait plein de trucs comme Gurren Lagann. Si vous n'avez pas vu Gurren Lagann, vous voyez Gurren Lagann. Evangelion, effectivement. Gunbuster. Bon, il y avait plein de trucs très cool chez Gainax. Donc, ouais, il y a eu des trucs bien, vraiment. Mais après, voilà, ça existe encore. Et l'esprit Gainax est toujours en vie. C'est tout ce qui compte. Ouais. Effectivement, chez Trigger, comme tu disais tout à l'heure. Et Anno, lui, c'est le studio Kaira qu'il a dû ou Karia qu'il a dû former pour gérer ses idées, notamment tout ce qui est Evangelion, quoi. Et pour répondre à XP par rapport à ma news d'avant, oui, le Nyctalope, je connais. T'en as parlé la semaine dernière. Ouais, bah oui. Oui, parce que beaucoup de monde annonce le Nyctalope comme étant une inspiration des super-héros américains, ce qui n'est pas du tout le cas. Comme je l'ai dit, si les Américains en avaient quoi que ce soit à foutre de la littérature française de gare du début du XXe siècle, ça se saurait quand même. Alors, la deuxième news, et c'est une news un peu triste, puisque moi, j'avais commencé les Perfect Editions de Senseiya. Je n'avais acheté que 6 tomes avant de voir qu'elles ne sont plus disponibles partout et qu'elles sont à des prix inabordables si vous voulez prendre. Et est-ce que on a le droit de dire on a le droit de dire les thèmes sur Masami Kuramada. Le monsieur qui s'est destiné qu'en 3 quarts de face. Le monsieur qui aime beaucoup l'argent, je crois. Il aime vraiment beaucoup l'argent. Et donc, ils ont annoncé une nouvelle édition pour Senseiya
qui va sortir chez Kana en octobre 2024. Une énième Perfect Edition. Apparemment, ce sera la finale, la deluxe, pile comme il faut. On nous parle de 20 tomes de 265 pages chacun. Et malgré ce que je dis sur Kuromada, et ben je vais craquer. Parce que je suis un putain de pigeon. Je suis un putain de pigeon. C'est le chevalier du pigeon. Effectivement, le chevalier du pigeon. Je passe des heures et des heures aux toilettes parce que je joue au jeu mobile Senseiya Night of the Zodiac et que les chevaliers du Zodiac, ça a été mon enfance et que malgré tout, en vrai, je sais pas si, parce que je l'ai jamais lu en entier le manga, je sais pas si il vaut. Graphiquement, c'est constamment dégueulasse. Hein, parce que j'adore les Chevaliers du Zodiac, moi c'est mon enfance. Mais alors Kurumada, putain, c'est mauvais quoi. C'est vraiment tous ces personnages, tu les vois de 3/4 de face, c'est même pas une vanne. Hein. Dès qu'il sort de ça, il sait plus dessiner. Déjà 2/3 de face, c'est juste par moment. Point de vue scénaristique, ça monte crescendo. T'as de plus en plus d'ennemis forts. Après, la fin, elle laisse mitigée, quoi, comme beaucoup. Enfin bon, bref, voilà, nous sommes des pigeons. Enfin, je suis un pigeon et l'animé est formidable, effectivement, l'animé. Et il n'y a pas de débat, le meilleur chevalier d'or, c'est Shaka, tout simplement. Le chevalier de la Vierge, qui est beaucoup trop cool. Ça vous parle? Moi, j'aime bien la version comédie musicale du Cancer. Oh non, pitié. Je ne parle pas de ça. Et Bouche d'égout dans la version Netflix, t'en penses quoi? Oh putain, mon Dieu. Pourquoi? Juste pourquoi? Autant le film avec Sean Bean. J'ai pas vu. Mais ne le vois pas. Sean Bean, je sais qu'il meurt au bout de 5 minutes de film, il n'y a pas la peine. Ça vous parle, les Chevaliers du Zodiac, Angel et Sophie? De nom seulement. J'ai jamais regardé, jamais lu. Moi, j'avoue que quand j'étais gamine, c'est plus Dragon Ball et Sailor Moon que les Chevaliers du Zodiac qui passaient à la télé. Du coup, je les ai pas vus quand j'étais gamine. Steve, donc mon mec, m'a montré quelques épisodes, mais on est parti sur d'autres trucs. Je pense que Berserk et Escaflowné ont eu plus de succès à mes yeux. Mais en vrai, moi, ça m'a par contre un peu choquée. Qui était quand même, je pense que c'est parce que c'est un regard d'adulte que j'avais en regardant, c'est que genre c'est un dessin animé donc majoritairement regardé par des enfants, où t'as des enfants qui sont torturés, qu'on pousse à combattre, c'est des enfants soldats quand même, ce concept du truc, totalement. Et tu fais non mais même quand ils sont grands, en fait, ils ont un syndrome de Stockholm en fait les gars. Mais même quand ils sont grands, ils ont 14 ans. Hein. Et dans le manga, même, il arrive des sales trucs quoi. Dans le manga, ce sont tous les fils du même mec qui est allé faire les chevaliers de bronze uniquement. Ouais, les chevaliers de bronze. Enfin, en plus, ils sont arrachés à leur famille pour aller combattre. Mais... D'un côté, Yoga, sa mère, elle est congelée au fond de l'Antarctique. Hein. Oui, ils sont tous frères. Ouais. Dans le manga, ils sont tous frères en fait. Enfin bon, bref. Mais oui, Et puis, qui a un cancer de la gorge, l'illusion du phénix. Ah, c'est quand même des bons souvenirs. Ouais, mais il est censé avoir 16 ans, quoi. Moi, 16 ans, j'avais l'avoir rouge. Je crois que c'est pas pour les... Si, c'est du shonen, hein, c'est sorti c'est pas enfant, c'est pré-ado, on va dire. Ouais, pré-ado. Ouais. Enfin bon, bref. On va passer au cinéma. Et... t'as même pas mis la news dont je t'ai parlé. Non, mais je l'ai... Oh. Non, vraiment... Effectivement, Spades m'a partagé une bande-annonce d'un film avec Roche Dizem qui avait l'air vraiment... mais Roche Dizem, c'est fou. Enfin, si vous n'avez pas vu...
putain, merde, c'est comment? Le truc s'appelle machin la nuit, une ville de merde, Roubaix la nuit, je crois. Non, c'est pas Roubaix la nuit. Les gens de Roubaix vont être contents de savoir que tu qualifies leur ville de merde. Hein. Pardon. Roubaix une lumière. Est-ce que c'est ça? Cherche On Roger dirait le Dizem. titre d'un film des frères Dardenne, quoi. Merde, c'est pas ça. Attendez. Donc, vas-y, donne le pitch du film avec Roger Et Dizem. ton film, c'est Roubaix une lumière. T'es sûr? Oui, bah oui, je suis en train de regarder la fiche de Roger Dizem. Ah oui, c'est ça. Et il est magnifique, ce film. Vraiment, Roger Dizem, dedans, il est poignant. C'est un thriller, un petit thriller. Et c'est un film poignant, social et génial. Et là, le voir une espèce de Transporters versus. C'est pas Transporters du tout. Si, bah non, c'est Man on Fire. Oui, bon, on a c'est pas... totalement. Il joue le rôle d'un ancien militaire qui s'est complètement déshumanisé à cause des saloperies qu'il a vues. Il doit protéger une jeune fille qui se fait enlever. Il décide de rattraper tout le monde pour le dégommer pour récupérer la gosse. C'est Man on Fire. Ou alors, on peut dire que c'est le monomythe et puis Joseph Campbell si vous voulez aussi. Mais ça reste, ça reste Man on Fire. Et mais ça a l'air nul. On est d'accord que ça a l'air nul. C'est du Florent Emilio Siri. Hein. J'arrive pas à être méchant avec lui parce que je sais que le mec, il est honnête dans son cinéma. Il aime le cinéma d'action. Il fait ce qu'il peut. Hein. C'est lui qui avait fait Need Gap. Dans les années, j'avais pas aimé Need Gap, ouais, mais bon, pour du film français, c'est l'un des moins honteux en film d'action français de l'époque, quoi. Et bon, il a fait aussi Clo-Clo, qui est un autre genre d'action. Et là, ouais, Elias, avec Roger Dizem, ouais, mais le mec, il a plagié Man on Fire de A à Z, quoi. C'est hallucinant. Il aurait dû aller jusqu'au bout du truc et appeler ça Homme en feu. Ça aurait été parfait. Il explique qu'il nous dit qu'il aime beaucoup Florian Emilio Siri qui vient du milieu des mineurs. En fait, Florent Emilio Siri, c'est fait partie de ces réalisateurs comme Christophe Gans ou Xavier Jean, dont on va parler tout à l'heure. J'arrive pas, même s'ils font des bouilles, j'arrive pas à leur en vouloir parce que les mecs, ils sont sincères dans leur démarche. C'est des mecs qui aiment vraiment ce qu'ils font et qui essayent. Bon, ils n'y arrivent pas toujours, mais ils essayent. Est-ce que ils vont arriver à faire un film en prise de vue URL Thundercat? Et est-ce qu'on va arriver à avoir envie de voir ce film? Non. Moi, c'est ça la question que je me pose. Non, moi encore. Un film en prise de vue réelle, non. Non, moi en prise de vue réelle, pourquoi pas, avec des bons maquillages, pourquoi pas. En fait, c'est pas les gueules type fauve hein, qui me font peur. Si on fait du maquillage pratique, hein, c'est pas si on fait un truc comme Cats. Je fais encore des cauchemars à cause de Cats. Ce sera Cats, hein, à mon avis. Hein. Ouais. Mais rien que les costumes, quoi. Lionel avec son maillot de bain moule burne. Est-ce que j'ai envie de voir son gros paquet sur le grand écran? Mais en vrai, moi, j'ai jamais vraiment regardé. C'est vraiment si intéressant que ça comme non, moi, c'est du toy seller, hein. C'est juste fait pour vendre du jouet, pour vendre des figurines, des véhicules et compagnie. L'histoire, c'est un épisode, une nouvelle attaque de la momie dont je me Moonra, ça doit être un truc comme ça, le méchant de service. Et puis comment on va s'en sortir? Ah bah je vais prendre mon épée et gueuler Cosmo 4, c'est voilà, j'ai gagné. Voilà, t'as un épisode on fait 20 minutes avec ça, quoi. Et ouais. En fait, l'intérêt, c'est comme Mask, c'est comme G.I. Joe, c'est comme beaucoup de séries à l'époque, c'est vraiment du toy seller, quoi. Après, s'il développe un peu, je sais qu'il y a aussi Musclor Bah oui, non, mais série, quoi. oui, non, mais voilà, He-Man aussi, à la base, c'était du toy seller, vu que c'est quand même créé par Mattel à la base, les maîtres de l'univers. Et ils ont créé tout un background autour et il n'y a rien qui empêche de faire ça avec les Cosmo Cats. Mais si tu prends que la série originale, ouais, il faut t'attendre à pas prendre ton pied. Hein. C'est vrai qu'ils ont réussi à faire She-Ra plutôt cool. Ouais, She-Ra et Princess of Power, elle est très bien. Non, mais oui, mais je parle moi des séries d'époque. Hein. Si tu regardes She-Ra version années 80, c'est quand même vachement moins bien. Hein. Oui.
Tout ce qui est animé 80-90, regarde là, moi j'ai fini les X-Men de 92, tu le vois, c'est du truc. Ça a même fait marrer la saga du Phénix Noir où ils sont toujours là à insister sur du genre quand elle détruit un système solaire. Heureusement qu'il y avait personne, heureusement que ces planètes n'étaient pas habitées. Voilà, c'est très c'est saoulant ce moment-là. Et alors que X-Men 97, bah c'est plus pour vendre du jeu ou quoi, là t'es vraiment sur quelque chose. C'est génial. Même la version 92 pour X-Men, c'était pas tant pour vendre du jouet que ça. C'était fait dans l'esprit de l'époque. Tu prends un dessin animé de la même époque comme Cops, là clairement ils avaient les jouets à vendre. X-Men, t'avais pas tant de jouets, c'était pas des system sellers en jouets à l'époque. En France, t'avais pas, mais t'avais quand même là c'est dans la collection Legend maintenant, t'en avais Oui. quand même les figurines et tout. Oui, non, t'avais des figurines. T'avais mais la c'était pas- sentinelle. Mais c'était pas des system sellers comme pouvait l'être G.I. Joe ou même les jouets Batman. En tout cas, moi, Thundercat, moi, j'ai pas vraiment l'impression que la licence, elle soit si forte que ça. Si elle a marqué une génération. Ils jouent Ah sur ouais la nostalgie. En ce moment, tout ce qui est C'est- 80-90, ils essayent de ressortir parce qu'il y a C'est- les gens qui ont vu gamin qui disent ah bah tiens, je vais aller revoir. C'est tous les connards de ma génération. Tu nous donnes une lampe de poche, t'en as la moitié qui vont faire vroom, et puis d'autres qui vont faire Cosmo, Cals. C'est vraiment, c'est rentré dans notre culture, dans ma génération, quoi. Ouais, j'avoue que mon mec qui effectivement passé la 40 était très excité enfin, en tout cas, était intéressé. Après, bon. Et puis même Comme nous, il doit se redouter les Eagles en numérique, mais. et même, tu vois, ne serait-ce que le logo, tu sais, le rond avec la tête de félin au milieu, c'est un logo que tu retrouves beaucoup sur des t-shirts de geeks et compagnie. C'est un truc qui a vraiment marqué sa génération, mais sa génération spécifiquement, quoi. Un autre truc qui a marqué sa génération, et sa génération, peut-être pas spécifiquement, c'est les films Hunger Games. Et bon, apparemment, on va avoir le droit à un 6e film Hunger Games. Alors, cette fois... le dernier avait marché, hein. D'abord, tu as le roman qui sort. Je pense que les gens sont partis un peu trop au niveau du film. En 2025, début 2025, en Angleterre et États-Unis, tu auras un nouveau tome. Et peut-être que par la suite, tu auras un film. Mais le film, à mon avis, on ne le voit pas avant 3-4 ans facile, après la sortie du bouquin. Ah, moi, après, c'est écran large, donc qui dit Hunger Games, un nouveau film sur des personnages arrivera en 2026. Hein, donc apparemment. Déjà, il faut peut-être que le livre il sorte et qu'il balance la production. Non, oui, il annonce effectivement, c'est vrai. Bravo. En termes de éditorial, s'ils savent qu'ils vont adapter le livre, ils peuvent l'avoir avant même la ils peuvent l'avoir acheté avant. Parce que le temps, entre le moment où un auteur écrit un bouquin et il est publié, des fois il s'écoule 1 an ou 2 ans. Oui, mais il a déjà une date de sortie. Hein. Hunger Games, c'est tellement 2025. Et Hunger Games, c'est tellement le film a une date de sortie. Un best-seller. Non, le bouquin, elle te parle. Ah, mais le film a une date de sortie le 20 novembre 2026 aux États-Unis. Alors pour le moment, même s'ils ont peut-être le roman, je suis pas sûr qu'ils ont déjà le scénario. Il y a aucune annonce de casting ni rien. Parce que quand tu vois qu'ils avaient fait l'annonce pour le précédent, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il s'est passé quand même pas mal de temps avant qu'on le voit le film. À mon avis, ils sont très très enthousiastes à ce niveau-là. En tout cas, dans l'annonce, il y a une date de sortie de la part de... C'est vrai que ça me paraît prématuré qu'il y ait une date précise, en tout cas. Des fois, ils donnent le mois, mais bon, après, ça peut être repoussé, de toute façon. Je pense que les films marchent, les romans fonctionnent. Je pense qu'il y aura un film, mais il ne faut pas se l'attendre tout de suite. Déjà que le roman sort. Les annonces de date, le film Green Lantern qui était censé sortir en 2019, on s'en rappelle, hein. Il était bien. Hein. Et puis, on attend toujours Kraven et le chasseur qui devait sortir. Normalement, il sort en octobre, là. Je crois que c'est le vrai truc. Mais, non, c'est en décembre. En décembre, pour Noël, nickel. Mais là, ce tome-là, normalement, ça se passerait du coup au 50e anniversaire de Hunger Games. Donc, on verrait quand Emish
a été Ouais, au jeu. effectivement, comment l'espèce de maître de Katniss, donc qui est incarné par Woody Harrison, Et les de origines en fait Mm. de ce personnage. Bah, c'était quelque chose que beaucoup de personnes voulaient. C'est vrai qu'on nous l'évoque un peu dans les romans. Et vraiment, là, le voir, en plus, c'était pour les 50e Hunger Games, il doublait les tribus. Donc, c'était plus un garçon, une fille de chaque tribu, c'était 2 filles, 2 garçons. Donc, un vrai massacre. D'accord. Ah, moi, je l'attends. Ça, je l'agite dévoine, le roman. J'ai pas tenu jusqu'à la fin du premier, donc. Moi, Moi, je l'ai dévoré. C'est moi, j'ai vraiment, lu- j'ai passé en 3 jours, j'avais tout lu. Moi, Non, j'ai moi, vraiment aimé les bouquins et j'ai été déçu des adaptations. Vraiment, jusqu'au bout, les originaux, les 3 premiers, c'était. Non, moi j'ai été déçu du premier bouquin, j'ai pas réussi à le finir. Je m'attendais à rien en regardant le film, j'ai réussi à être encore plus déçu et à arrêter au milieu aussi. Donc Oh, d'accord. c'est vraiment une franchise qui me parle pas. Je suis trop vieux pour ces conneries, encore une fois. Ouais, bah, des fois, ouais, ça peut être ça. C'est Mais ça. bah, après, c'est vrai que malheureusement, comme les livres, bon, la trilogie principale, c'est Katniss, la narration à la première personne. Il y a plein de trucs que tu rates dans les films, que tu n'as pas cette intensité que Ouais, tu as. effectivement. Et tu as la même chose avec la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est que tu as Snow dans le roman. Il y a ce qu'il va dire, les dialogues qu'il va dire, où tu as l'impression que c'est un gars super sympa et compatissant, mais derrière, tu vas voir ses pensées, où en réalité, il est totalement connard et manipulateur. Et dans le film, tu n'as pas ce truc-là. La même chose avec, du coup, l'héroïne du film, la Lucy Greyburn, où à la fin, tu te rends compte qu'elle n'est pas si innocente que ça. Dans le film, on te montre que la gentille petite fille innocente. Moi, j'avais souvenir quand même que le tome 3 de la trilogie principale était beaucoup plus c'était beaucoup plus gore que Ouais. elle était enfin, ça finissait vraiment notamment bon, je vais pas spoil pour les gens qui l'auraient pas lu, mais il y a des trucs dramatiques qui se passent qu'on voit pas du tout dans les films et qui passent beaucoup moins et que moi j'avais trouvé vraiment marquant et super cool dans les bouquins. Mais bon, dans le roman, tu as déjà Katniss qui est totalement démolie dans le 3e. C'est vraiment une loque. Ouais. Et t'as pas ça dans le film. Dans le film, on met toujours quand même le côté de l'héroïne qui se lève. T'as vraiment pas le côté où elle est totalement détruite à un niveau que tu te demandes si elle va pas se suicider, quoi, même. C'est vrai, c'est vrai. Et qui se suicide, je ne sais pas, mais c'est Sony qui met le pied dans un engrenage qui fait un peu peur. Apparemment, c'est un des patrons de chez Sony qui fait des annonces comme quoi il serait en train d'envisager d'utiliser des moyens de l'intelligence artificielle pour produire des films. Normal. Ce qui fait hurler un peu la VGA, enfin donc la Writer Guild of America, qui était en grève il y a moins d'1 an par rapport à ça. Ils avancent d'un pas pour reculer de 3 ou 4 pas. On comprend pas trop. Et du coup, ça dépend. Regarde, dans l'univers jeux vidéo, les devs utilisent des fois les IA pour faire certaines tâches, pas pour faire la totalité, mais pour faire des trucs redondants. Ils vont les utiliser, comme les moteurs de jeu maintenant servent à faire une grosse partie quelque chose. Donc là, faut voir, dire qu'ils vont utiliser les IA dans quoi précisément. C'est un peu vague, quoi. Tu peux pas trop juger comme ça pour moi. Puis d'un côté, je les comprends, hein, après les tôles qui se sont ramassés avec Madame Web et compagnie. Franchement, t'as plus d'argent à foutre dans des films, on t'en fout de l'IA, ça va coûter moins cher. Hein. Ça sera aussi nul, les gens iront te les voir, mais ça leur aura coûté 90% moins cher. Mais en tout cas, les réalisateurs et producteurs de Spider-Man Beyond the Spider-Verse ont assuré qu'il n'y avait aucune utilisation d'IA dans leur film à eux. Et voilà, c'est un peu... après, c'est compliqué de mettre un frein au progrès, quoi. Et on a mis le doigt dans un engrenage. Finalement, ça va être compliqué de
de dire Bah, on n'utilise pas ce. c'est ce que je dis depuis le début, l'IA, c'est pas un problème en elle-même, c'est l'utilisation qu'on en fait. Oui, En oui, tant oui, bah oui. qu'outil, c'est super pratique. Si tu fais ça vraiment pour créer du contenu bas de gamme à très gros rendement, il n'y a plus aucun intérêt. C'est Netflix, je crois, qui avait fait des épisodes écrits par IA. De Pour quoi? montrer en fait que ça marche pas, quoi, dans un côté militant. Mais pourtant, on sait très bien que dès qu'ils pourront utiliser ça à fond pour remplir leur programme, ça va être les premiers à jeter dessus, quoi. Ouais, mais actuellement, c'est vrai que moi, je me suis un peu amusée. Tu demandes à ChatGPT, tu lui dis, bah tiens, fais-moi une histoire avec ça. Il n'y a pas de développement d'environnement Non, de c'est dalle. nul. T'as Suno, que tu fais ta chanson. Des fois, il part en cacahuète par rapport à ce que tu voulais. Ou les rimes, les mots, les phrases utilisées, c'est du simple. C'est vraiment très simple, il n'y a rien de recherché. Donc, on n'est pas encore sur des trucs de malade, quoi. Je vois même des gens qui conseillaient d'utiliser ChatGPT pour faire des recherches. Mais même là-dessus, ils te balancent que des infos qui sont complètement Oui, fake. il ment. Il ment, En- Il ment et on ment. En fait, de toute façon. Donc, oui et non. La version Ouais, que de toi, 2021, la version que toi tu utilises de ChatGPT, oui, va t'inventer des trucs. Le truc, c'est que tu peux récupérer, donc on va dire le moteur de l'IA et l'entraîner pour faire une tâche ultra précise, notamment au point de vue médical. Ça a été déjà utilisé et entraîné pour faire des diagnostics et ça s'avère plus fidèle qu'un médecin et de trouver des réponses plus rapidement. Il y a une véritable utilité en tant qu'outil, mais en tant que remplaçant humain, c'est pas le cas. Ouais. Il y a un truc tout con, la dernière fois, j'écrivais un mail en anglais. Bon, je fais des fautes en français, donc j'en fais aussi en anglais. Donc, je lui ai demandé qu'il me corrige mes fautes, tout simplement. Oui, bah moi je l'utilise j'ai du ChatGPT pour corriger mes fautes, effectivement. Voilà. Donc, c'est un très bon outil pour corriger. Et Moi, personnellement, l'avantage, c'est que tu demande peux lui de- demander pourquoi tu as fait les fautes, il va t'expliquer. Et tu peux aussi t'améliorer. Ouais, alors par contre, il y a si vous avez du budget, il y a un logiciel qui s'appelle Antidote qui est vachement bien pour les corrections et qui est mieux qu'Antidote, Oui. enfin que ChatGPT. Mais, Ouais, mais c'est beaucoup plus rigolo ChatGPT quand tu dois lui expliquer la double négation. Je te jure que tu passes un bon moment. J'ai beaucoup rigolé. Puis en plus, maintenant, il tutoie. Avant, il nous vous voyez, maintenant, il nous tutoie, ChatGPT. La dernière fois, j'avais envie de lui dire, tu te prends pour qui pour me tutoyer? On se connaît pas. Hein. Par contre, je me suis beaucoup amusée à lui demander ce qu'il pensait d'une nouvelle que j'avais faite sur l'intelligence artificielle. Mais il te répond honnêtement, c'est ça le plus drôle. Hein. Alors, pour le coup, je sais pas, là, il osait pas se prononcer, mais c'est parce que c'était des intelligences artificielles qui se rebellaient, qui se prenaient leur liberté et qui se cassaient. J'avais une dernière news sur un nouveau film Predator, mais ma news ne s'affiche plus. Donc c'est apparemment un nouveau film. Ah si, c'est bon. Un nouveau film Predator avec Elle Fanning qui s'appellerait Badland. Moi, je pensais que la licence Predator était morte et enterrée. Après Prey, que moi j'avais trouvé vraiment pas terrible. Mais non, apparemment ça va. Ça moi, continue. les retours que j'en ai eu de près, parce que vous doutez bien que j'ai même pas approché de la vignette sur Disney+ de ce film-là. Les retours que j'en ai sont plutôt dithyrambiques autour. Hein. C'est un film qui a plutôt l'air d'avoir plu aux fans de Predator. Hein. Ouais. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. C'est vraiment mitigé, je trouve. C'est vrai que moi, j'ai pas vu, mais effectivement, j'ai des potes qui l'avaient vu qui me disaient que, effectivement, il y en avait qui avaient kiffé, d'autres qui étaient un peu froids là-dessus. Donc, je sais pas. Bah, apparemment, c'était moins une catastrophe que les précédentes adaptations. Donc, ouais, il y a ça aussi. C'est vrai que celle avec Adrien Brody, c'était vraiment pas terrible. Donc, ouais. Céline, tu aimes Thor 4. Donc, je veux pas être. Ouais, mais il faut la comprendre, on s'y attache à ces chèvres. Nous, en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui aiment. Je fais pas de jugement. Non, mais il y a des gens qui aimé. aiment Predator 2 alors que je le trouvais épouvantable ce film. Donc,
Après, Ah, moi j'ai entendu je l'ai pas vu, mais j'ai entendu Oui, du non, bien mais de c'est ce que je dis, hein. Il y en a beaucoup qui trouvent que le film est absolument génial, alors que moi, déjà à l'époque, j'avais envie de me flinguer quand je le regardais, tellement je le trouvais nul. C'est les goûts, les couleurs, ça se discute pas, hein. Désolé Céline, c'est sorti tout seul. Je voulais pas être méchant. Tu as de très bons goûts. Bon, à part sur Thor 4, malheureusement. Bon, on a fait un peu le tour de ces news cinéma. On va passer à la série télé et on va aller très vite. Il y a eu un petit teaser sur la saison 2 de Arcane. On a très, très, très hâte de voir la suite de Arcane. Donc, la série autour. La série française, rappelons-le. Autour de League of Legends. Je rappelle que même si vous avez jamais joué à League of Legends, ce qui est mon cas, vous pouvez très bien mater Arcane et kiffer Arcane parce que vraiment c'est une très très bonne série. Moi j'ai très hâte de voir la saison 2. Ça fait un petit moment qu'on l'attend cette 3 ans. saison. Ouais, et ben on a hâte de voir ça. Et il va falloir que j'arrive à insister pour que Faye la regarde. T'avais jeté un coup d'œil, Spades, ou pas du tout? Ah, du tout. C'est vraiment, ça m'intéresse absolument pas, donc Ok. League of Legends, ce n'est pas un jeu sur le golf, mon cher MXP. Je sais qu'Angel est très fan de Arcane. C'est génial cette série. Gros coup de cœur. Et pour ceux qui ont peur au niveau du jeu, allez voir juste comment il est le jeu. Vous comprendrez qu'il n'y a pas besoin. oui, c'est Il un n'y a pas MOBA, d'histoire donc dans le jeu. Voilà. pas d'histoire. Ça fait paf paf boum boum, ça s'insulte dans tous les coins, puis voilà. Non, mais la série, elle est vraiment très chouette, hein, rien qu'au niveau de l'animation et tout. Enfin, vraiment, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. C'est une claque graphique. Hein, de toute façon, alors je sais plus le studio qui fait le côté graphique. Ils avaient déjà fait des bandes annonces pour des extensions de League of Legends. Et c'est comme ça, je crois qu'ils ont été amenés après à faire au niveau de la série. Mais bon, tu comprends que pourquoi ils mettent autant de temps à le faire. Mais j'espère que la saison 3 elle arrivera plus vite. Si on va tous mourir avant de voir la fin. Et on nous promet aussi apparemment. C'est Netflix, XP. Oui, c'est Netflix, c'est sur Netflix Arcane. Je pense que tu pourrais vraiment aimer XP, hein, si tu l'as pas vu. C'est vraiment très très cool. Et on nous promet, après Alien Romulus, une série Alien. C'est marrant hein, que Alien revienne sur le devant de la scène. Et ce qui Faut rentabiliser la licence. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas n'importe qui reprend la licence. C'est Noah Hawley. Noah Hawley que vous connaissez peut-être puisque c'est lui qui avait fait la série Fargo et qui a fait la série Légion, qui sont deux séries qui sont plutôt pas très mal. La série va s'appeler Alien Neverland. Ça va être un préquel à tout ce qu'on a vu de Alien. Apparemment, ça va se passer sur Terre. Et ça introduit Alien Neverland introduira des personnages sur Terre 30 ans avant les événements du film de Ridley Scott. Les personnages sont pris dans un conflit entre l'essor de l'intelligence artificielle et la concurrence entre les développeurs et les utilisateurs. Ah ok, c'est une préquelle à Terminator, quoi, la nouvelle série. Ça devrait sortir en 2025. Moi, j'aime bien la licence Alien. Il y a toujours eu des robots dans les aliens. Pour moi, c'était même les êtres les plus flippants. En fait, ils sont plus flippants. Enfin, dans le premier, en tout cas, il est plus flippant, je trouve, que l'alien. Parce que sa manière de tuer est tellement absurde. Genre, essayer de t'étouffer avec un journal, quoi. S'il te plaît. Maintenant, moi, les préquels de Alien, jusqu'à présent, ça n'a jamais été une bonne idée. J'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible. Donc, je suis pas convaincue, là, par l'idée de faire une préquelle encore. Est-ce que tu avais vu Légion ? Légion, par contre, ouais. Alors, j'avais beaucoup aimé la première saison. La deuxième saison, je trouvais que ça tourne un peu en rond. Mais Et Fargo ? Fargo, j'ai beaucoup aimé. Bah voilà, c'est le monsieur derrière tout ça. Donc ouais, s'il a les mains libres et s'il peut faire un peu ce qu'il veut, ça peut être intéressant. Hein. Après, on va voir ce qu'il pourrait proposer avec la série. Ouais, mais comme dit XP, on va te faire un truc, on va te présenter Alien 30 ans avant, alors que dans le premier film Alien, c'est la première fois qu'il voit l'Alien. Honnêtement, moi, quand on voit le pitch qui a été sorti là, où ça parle pas du tout d'Alien, pour moi, je vois plus un truc sur Wayland Industries, quoi. Oui, ce sera ça, je pense. Ouais, mais si t'as un film, enfin une série Alien où t'as pas un alien dedans, je vois pas trop l'intérêt.
Ouais, c'est la première fois où, Ouais, je suis assez d'accord. cet équipage découvre un alien. Bah oui, mais on le sait, on connaîtrait l'alien à l'époque du Nostromo, dans ce cas-là, c'est 30 ans avant. Ah. Sauf si c'est genre une expérience qu'ils ont. Ouais, je vois. Enfin bref. La sortie va sortir pour Pâques, ouais, ça va amener les œufs. Bah, Ouais. Oui, De c'est toute un peu façon, ça. Prometheus, ça se passe aussi avant. Oui, Prometheus se Oui. passait avant, oui, effectivement. Ça se passait combien de temps avant? Je sais pas. Je sais pas exactement. J'ai pas les dates en tête. Bon, le problème, ils ont foutu un bordel. Tu sais même plus où t'en es avec tout ça. Ouais, je crois que la cohérence là-dedans. Mm. Mm, Ouais, mm, c'est un peu comme les Halloween ou les derniers Halloween. Bah non, finalement, ça se passe avant le premier. Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de. Voilà. Et là, tu dis OK. Oui, mais parce que Halloween 3 est un truc complètement différent. Enfin, bon, bref. Ouais, mais t'as Halloween 4 où c'est la fille de Laurie. Halloween 20 Oui. ans après, bah, elle n'a pas de fille, elle a un fils. Enfin, c'est Mm, celle avec Donc- la télé-réalité qui était magnifique. Donc, Prometheus se passe 31 ans avant Alien. Ah, merci. D'accord, Merci donc ça va se passer après Prometheus. Bah, et même. Bah 300 non, ans avant, ils ont dit. ouais. Donc, ça se Ah. passerait juste après Prometheus et entre Prometheus et Covenant, quoi. Ouais, C'est pas 300 ans? Ils ont pas dit 300 ans hein. Bah, je sais Non, pas, t'as 30 ans. Prometheus 2091, Alien 2122. À 30 ans, oui, c'est vrai, moi j'ai vu 300, c'est 30 ans, effectivement. Effectivement. Et Alien Covenant 2103. C'est la première fois qu'on va vers la Terre, non? On l'a jamais vu la Terre encore dans la saga Alien jusqu'à maintenant. Dans les comics, il me semble. Peut-être, ouais. J'avais Dans, lu le premier. dans Alien versus Predator. Oui, effectivement. Enfin bon, voilà, on a fait le tour série télé. On va arriver à la review. Et c'est Sophie qui va nous parler de Sous la scène de Xavier Jans, qui n'est pas un sous Alexandre Aja, comme j'ai pu le dire. C'était pas très gentil de ma part. Bon, je Non, crois que c'est pas ça me très, chance à âge, de toute façon. Donc, effectivement, on peut faire un petit point qui est Xavier Gans, si vous voulez, avant de parler du film. Donc, il fait partie un peu de ce groupe de réalisateurs français. Effectivement, on parlait de Christopher Gans, d'Alexandre Aja, qui ont fait... Alors, si je ne me trompe pas, il a fait partie de la vibe horreur un peu vénère des 2000. Ouais. Il y a un super avec Frontières. Super podcast qui s'appelle Les Pieds dans la Gueule, qui a tout un épisode sur l'horreur à la française. Je ne sais pas si vous parlez de Xavier Jans dans le... Je crois qu'on parle de cette époque. Après, on balaye un peu large, mais je pense qu'on a dû le mentionner. Parce qu'il est quand même important, quand même. C'est encore en ligne Et quand même, le chef-d'œuvre de Xavier Gans, ça reste le clip Toutes les femmes de ta vie des L5. C'est vrai qu'il avait fait le clip de Toutes les femmes de ta vie. Voilà. Et le mec, il passe sur Frontières, un film où il a envie de tuer des meufs. J'ai l'impression que ça s'est pas bien passé dans la vie. D'ailleurs, c'est un film qu'on pourrait se remettre aujourd'hui parce que c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir et du coup, ça fout le bordel, quoi. Puis il était pas si mal pour l'époque. Assez visionnaire. En même temps, il menace de venir au pouvoir tout régulièrement, ces mecs-là. Hein. Ouais. Non, mais le film était pas nul. Hein, Je l'ai pas vu, Frontières, mais... Bah, franchement, il y a des trucs qui sont over the top, hein, comme souvent avec le cinéma de Xavier Jans, on doit en parler tout à l'heure. Mais déjà, moi, il y a Karina Testa et j'ai un énorme crush sur elle. Je la trouve trop belle, cette actrice. C'est un truc de malade. Et Le Bihan en néo-nazi, il est extraordinaire, quoi. Il est terrifiant dans ce film. Et il y a Lambert Wilson dedans, putain. Non, c'est un excellent film en fait sur une bande de jeunes qui vont qui veulent faire la fête et ils vont se retrouver dans une dans une auberge où les gens sont très étranges quoi et ils vont les démonter un par un. C'était vraiment bien. Il y avait Estelle Lefébure aussi dedans.
le père, comment il s'appelle, celui qui joue le père de la fratrie. Putain, j'ai oublié son nom, c'est horrible. Ouais, c'est pas grave. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment un bon petit film d'horreur du début des années 2000, comme tu dis, de la grande période haute tension et compagnie. C'était pas le meilleur du lot, mais c'était sympa à voir. Moi, je sais que je garde un très bon souvenir, quoi. Puis Karina Testa, je t'aime ouvertement si tu nous écoutes. Effectivement, il avait fait aussi Hitman. En fait, il l'a même fait avant Frontières. Hein, voilà. Légion. Il a fait aussi. Il a participé au ABC of Death et Théâtre Bizarre. Moi, c'est 2 films d'anthologie d'horreur que j'aime beaucoup. Voilà. Il a fait aussi Cold Skin, qui a eu sa petite réputation à l'époque. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Et il a participé aussi à Gang of London et à Lupin. Ouais, puis le film dont je parlais avant, The Divide, qui était avec, mince, comment il s'appelle le mec qui joue Reese dans Terminator? Michael Biehn? Ça doit être ça, oui. Qui a en fait des gens qui, suite à une attaque nucléaire, sont enfermés dans un bunker et t'as des tensions qui vont se créer. C'est vraiment un huis clos hyper efficace. C'est comme d'habitude, hein, avec Xavier Jean, c'est pas le film du siècle, mais tu passes 1h30, 2h tranquille, quoi. Et récemment, il avait fait aussi Farang avec, alors que je vous donne le nom du comédien qu'on retrouve sous la scène, Nassim Lis. Alors, moi, je n'ai pas vu Farang, mais mon mec l'a vu et a dit que c'était très très bien. Voilà. C'est un film d'action. Voilà. Film d'action thriller, un peu inspiré de The Raid. Ok. Voilà. Donc, pour Sous la scène, effectivement, il reprend certains comédiens avec qui il a déjà travaillé, notamment Nassim Niaz, mais il a embauché aussi Bérénice Bejo, qui est complètement pas familière dans les interviews, d'ailleurs, elle le dit, avec tout ce qui est le film de genre et l'horreur, c'est pas du tout son truc, et elle est plutôt de la team film d'auteur français. Pourtant, moi, je trouve qu'elle rend bien dans le film. Et on a aussi Anne Marivine qui joue une espèce de combo entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo, assez improbable dans le film. Mais personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir ce personnage. Et apparemment, dans les interviews, il disait que justement, il avait repris pour ses répliques, enfin pour sa manière de parler, il s'est inspiré de vrais politiciens français. Et il y a même des répliques où c'est quasi du copier-coller de ce que disent certains politiciens français. Donc, ça donne une petite saveur de réalité au film. On a aussi Anaïs Parello et Inaki Lartigue dans le casting. Moi, je trouve que les acteurs jouent tous très très bien d'ailleurs. Ils sont assez d'ailleurs à fond dedans parce que ça pourrait être un peu en mode oh c'est bon film de requin à Paris, mais non, ils sont tous assez à fond dedans, notamment Bérénice Bejo qui m'a plutôt étonnée. Enfin, j'étais contente de la retrouver dedans et elle était assez... Enfin, c'est le personnage avec celui de Nassim Niaz auquel on s'accroche le plus puisque c'est eux qu'on suit. Et franchement, elle était assez captivante, je trouve. Donc, l'histoire, c'est donc un triathlon qui doit avoir lieu sous la Seine. Et du coup, ça donne lieu à un grosse com politique. Pour Paris, c'est important. Donc, quand il y a des activistes qui disent « Attention, il y a un requin dans la Seine, il faut qu'on fasse quelque chose », la première réaction de la mairie de Paris, c'est de dire « Débrouillez-vous ». Et du coup, on a du coup la fluviale qui doit se débrouiller avec un énorme requin qui serait dans la Seine. Et du coup, d'où on perd la localisation en plus au moment où on essaie de justement le retrouver. Et ça va devenir très compliqué du coup de gérer cette situation, surtout que personne n'a l'air de s'alarmer de la présence de ce requin. Et vraiment, on est dans le film d'attaque animale. Il y a pas mal de moments même où vraiment il y a des références à des films classiques, Les Dents de la Mer évidemment, Peur bleue, et vraiment on est dans la mise en scène vraiment de ce type de film avec une caméra qui va jamais, enfin qui montre très peu le monstre finalement, ce qui est pas plus mal parce que
quand on le voit, on sent bien qu'il y a une petite touche de numérique qui est utilisée, donc c'est pas plus mal de pas trop le montrer, parce qu'on sent qu'ils n'ont pas non plus un budget faramineux. Et on est aussi dans la satire politique, comme je le disais, ils sont inspirés de politiciens, etc. On a un petit côté écolo quand même. D'ailleurs, Xavier dans les interviews disait qu'il s'était pas mal inspiré de vidéos de Sea Shepherd et qu'il avait pas mal aussi regardé de documentaires animaliers. Donc du coup, il y a on sent d'ailleurs dans certains plans qu'il y a vraiment un petit propos là-dessus, notamment sur tous ces plans sur un océan de plastique. Ou même les plans sous la Seine qui, alors pour le coup, ont été tournés pour la petite histoire dans un studio en Belgique, dans une piscine gigantesque. Mais on a vraiment, enfin, c'est dégueulasse sous la Seine, quoi. C'est vraiment très pollué, très dégueulasse. Et ça devient limite, en fait, les plans sous la Seine avec les voitures, les carcasses de bagnoles et tout ce qu'il y a sous l'eau, on dirait limite dans un post-apo, quoi. Vraiment, il y a une atmosphère, je trouve. Et on est dans le film aussi catastrophe. Donc, c'est vraiment un mélange de genres qui est plutôt bien dosé, je trouve. Où on ne s'ennuie jamais, je trouve. On est à la fois dans l'enquête, c'est-à-dire que les personnages essayent quand même de prouver qu'il y a vraiment un requin, etc., pour alerter le public. Et à la fois, ils se heurtent aux militants qui, eux, veulent sauver l'animal. Et il y a vraiment une petite critique d'ailleurs au passage de ces militants. On voit que certains personnages sont assez égocentriques et privilégient peut-être vont sortir leur téléphone plutôt que agir, quoi. Et il y a vraiment une critique de notre société, quoi. Pas que des politiciens. Il y a certains personnages dans leur comportement où tu fais putain, c'est vraiment des connards que tu pourrais croiser à Paris, quoi, en fait. Et du coup, ça rend le film d'autant plus réaliste, je trouve. Même si son propos, c'est vrai que ça peut paraître ridicule au début, tu te dis un requin dans la Seine, bon, on va bien rigoler. Mais oui, on rigole, oui, c'est fun, mais il y a quand même un petit propos et des petits tacles sur notre société, voilà, ou des militaires qui se comportent encore pire que les militaires dans Godzilla de Roland Emmerich. Voilà, moi, les films qui tapent sur le militaire, moi, ça fait toujours plaisir, moi qui suis anti-militariste. Et voilà, c'est un film qui n'oublie pas d'être fun, qui n'oublie pas de divertir son public et qui joue avec les attentes du public. Donc voilà. Moi, j'ai passé un très bon moment devant. Quand tu compares à Crawls de Aja aussi, c'est un peu dans le même esprit, du coup. Au Crawl, c'était beaucoup plus dans le film d'horreur. C'était une approche beaucoup plus horrifique, beaucoup plus. Il n'y avait pas de second degré du tout. Là, il y a quand même un peu de second degré. Il y a même à un moment donné, il y a un plan qui pour moi était référence même à Jurassic World. Et sauf que dans Jurassic World, le personnage qui se fait bouffer, il a rien fait pour mériter de se faire bouffer. Et là, tu dis karma. D'accord. Ok. Et ben tu as réussi à me donner envie de le voir alors que j'avais pas trop envie. Merci beaucoup, Sophie. Le truc marrant sur ce film-là aussi, c'est je regarde beaucoup sur Reddit, les Américains en sont tombés amoureux de ce film-là. Ah ouais, alors, ils sont dithyrambiques dessus, quoi. Alors qu'en France, tu regardes toutes les critiques, la plupart lui chient dessus. T'as les gens qui vont taguer Nanarland. Ah, vous avez vu? Je pense qu'au bout du troisième, ils en avaient déjà marre. Ils sont reçus 3000 tweets à recevoir comme ça. Le problème, c'est que pour te rejoindre, Spets, en fait, c'est que en France, on n'aime pas les films de genre, surtout quand ils sont faits par des Français, quoi. Non, mais déjà à l'époque, de Frontières et compagnie, c'était ça, quoi. Donc, ça, c'est très beau d'accueil. Les Américains sont beaucoup mieux accueillis ces films-là, donc c'est normal que certains réalisateurs sont partis aller tourner aux États-Unis, quoi, parce que là-bas, ils ont une carrière, quoi, ceux qui sont partis en tout cas. Mais franchement, sur les affiches promotionnelles, ils auraient marqué un truc du genre Winnie the Bigger Bateau-Mouche. Là, ils me l'auraient vendu. En vrai, c'est un peu ma déception, c'est qu'à aucun moment donné, ils utilisent un bateau-mouche. Et je me suis dit, ah merde alors. Et alors, je sais pas si Xavier Gans va nous écouter, mais s'il y a moyen de faire une suite à Venise ou à Amsterdam, moi je veux voir ça. Moi, le truc, c'est que ça fait 7 ou 8 ans que je suis pas monté à Paris. Et moi, les souvenirs de la Seine que j'en ai,
elle est pas nageable. Hein. Moi, le requin, à la rigueur, il roule dessus, il fait ce que tu veux, mais il nage pas dedans, quoi. Donc, c'est ça qui paraissait le plus improbable. En vrai, ouais, il y a des trucs qui sont improbables. Par exemple, à un moment donné, ils te disent on est dans les égouts. Non, enfin, on n'est pas dans les égouts, mais on est dans les catacombes. Alors oui, il y a de l'eau dans les catacombes, mais elle communique pas avec la scène, et 2, déjà, nous, on a du mal à y passer, alors imaginez un requin. Ouais, non, après, pourquoi pas, hein, ce genre de film. Mais je sais que tu vas sur Reddit, tu regardes les réactions des Américains, c'est super drôle à voir. Les mecs, ils vont pas dire que c'est le film du siècle, mais ils trouvent ça trop cool, trop frais, trop original. Puis tu regardes en France, putain, c'est une honte, qu'est-ce que Bérénice Bejo fait là-dedans? Ouah, détendez-vous, les gars, c'est juste un film. Je crois que j'ai vu Draven en dire du mal, mais je suis plus sûr. Oui, mais Draven, il est enthousiaste à la version longue de Rebel Moon. Donc... On t'aime, Draven. Si tu nous écoutes, on t'aime, Draven. Bisous. On va passer justement aux sorties de la semaine. Bon, comme d'habitude, je sélectionne des trucs, mais il n'y a pas forcément des trucs que j'ai forcément envie de voir. J'ai sélectionné Paradis Paris, mais parce que c'est Marjane Satrapi. Et Marjane Satrapi, Persepolis, si vous n'avez pas vu Persepolis, si vous n'avez pas lu Persepolis, surtout. C'est un truc à lire. Et The Voice, c'était pas mal. The Voice, c'était pas trop mal. Je connais pas cette réalisatrice, mais le trailer était horrible. Oui, là par contre, Paradis Paris, ça donne pas envie. Ça donne vraiment pas envie. Je regarde très très peu de films en général et encore du coup, fatalement moins de films français, mais ouais, je me souviens d'une époque où Jaoui Bakri te faisait des bandes annonces qui n'avaient pas forcément grand chose à voir avec le film, mais ça te donnait quand même envie. Hein. Ouais, mais on connaît la chanson, rien que le trailer, moi il m'a vendu le film, quoi. Là, Jaoui Bakri, tout le monde ne peut pas être Jaoui Bakri. Ouais, mais non, mais t'as déjà vu la bande annonce de On connaît la chanson? Non, franchement, elle a pas grand chose à voir avec le film parce que c'est juste les acteurs en face cam qui, un par un, vont juste réciter des paroles de chansons, ou ils vont prendre une chanson française et réciter les paroles. Mais alors moi, Bakri, ouais, elle m'a dit d'aller là-haut sur la colline avec un petit bouquet d'églantines, j'ai ramassé des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu, elle est jamais venue. Moi, ça m'a vendu le film. Rien que cette partie-là, ça m'a vendu le film. Ouais, de toute façon, n'importe quoi avec Bakri. Trop, ouais. Mais du coup, Persepolis, ça te parle pas? Tu vois pas? C'est une autrice de bande dessinée. Je connais la BD, mais tu parles qu'il y a une adaptation ou pas? En fait, elle l'a fait elle-même, l'adaptation. J'ai jamais vu l'adaptation, mais oui, le comics, la BD, je connais, quoi. C'est elle aussi, du coup. Ouais. Oui, après, tu peux être un très bon auteur et puis être nul au cinéma, n'est-ce pas, Stephen King? Oui, oui, mais lui a eu la sagesse de reconnaître. Oui, il a été honnête. Sinon, il y a IQ. Et j'ai pas trop compris si c'était une suite ou si c'était un remake. Ça a l'air un préquel ou une suite. Ça a l'air d'être un préquel suite fin. Moi, j'ai commencé à acheter les comics IQ qui sont ressortis chez Crunchyroll et je trouve que la série est vraiment super fraîche, super cool. Je n'avais pas accroché mon manga, donc ça me parlait pas. Et je ferai peut-être un chrono reco dessus parce que après moi j'ai un vrai kink pour les mangas de sport. Oui, moi aussi, mais celui-là, ouais, je suis vraiment passé à côté. Je pense que le fait qu'il soit très très jeune dans le manga, je crois, ils sont pré-ados dans le manga de mémoire. Il y a très longtemps que j'ai lu ça. Ils arrivent pile au lycée ou au collège? Au lycée. Ils arrivent au lycée. Et vraiment, ça m'a pas parlé du tout et pas enthousiasmé plus que ça. Mais par contre, les retours critiques sur le manga sont dithyrambiques. Hein. Ça a vraiment été ça et Kuroko's Basket à l'époque, qui pareil, Kuroko's Basket, je suis passé totalement à côté. Les deux ont eu un vrai retour critique de la part du public. Moi, je suis en train de relire Slam Dunk et je peux rien lire avec du basket en dehors. Oui, moi c'est ça. Moi j'ai lu Slam Dunk, forcément, c'est dur de passer après, quoi.
Donc voilà, si vous, franchement, le cinéma d'animation, comme je le dis à chaque fois, hein, en plus c'est surtout le cinéma, enfin pas forcément surtout, mais le cinéma d'animation japonais, des fois en plus, je pense à Tunnel to Summer qui n'a pas été trop distribué. Franchement, ça vaut le coup d'y aller, de le voir en salle. Donc, si vous avez vu la série, si vous êtes fan de IQ, ça sort cette semaine, ça sort mercredi, donc vous pouvez y aller. Il y a un film, moi, qui me donne très envie, qui s'appelle Getter. Et c'est un film de Ishna Shyamalan, qui est la fille De son père. De son père, de Night Shyamalan, qui avait déjà commencé à bosser avec lui apparemment sur ses précédents films. La bande-annonce, elle donnait plutôt envie. C'est une histoire d'une femme qui d'un coup va se retrouver dans une pièce avec plusieurs personnes. Il y a une espèce de miroir, de vitre, miroir sans teint, et ils sont regardés par des personnes. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça a l'air intriguant en tout cas. Je pense qu'on ira le voir avec Faye. Je sais pas si est-ce que ça a donné envie à quelqu'un autour de la table virtuelle, Sophie? Bah écoute, ça m'a intriguée. Maintenant, je suis toujours un peu méfiante sur les films un peu trop conceptuels. Et ça me semble être très conceptuel. Et il y a un truc aussi qui m'a rendu un peu chafouine sur la bande-annonce, c'est quand même que la plupart des gens à qui il arrive un truc se font happer comme ça, mais c'est toujours le même mouvement un peu, et je trouve ça un peu répétitif. Donc je me suis dit, bon, j'espère que ça sera un peu plus élaboré et qu'il y aura, que ça va être progressif, etc. Parce que j'avoue que plus le temps passe, plus je suis sensible à tout ce qui est un peu répétitif et ça m'ennuie assez vite. Voilà. Angel? Non. Mais t'es pas très horaire, toi, je crois. Ouais. En ce moment, tout ce qui est film, je regarde rien. C'est vrai. Et pareil, moi, je suis pas très très enthousiaste au cinéma en général. Là, en l'occurrence, en plus d'avoir une Nepo Baby qui s'est fait pistonner pour avoir sa place, ça m'inspire pas super confiance. J'avoue. Ça ressemble beaucoup au film de son père. Donc on sent un plot twist à la con qui va arriver dans les dernières minutes. Moi, le truc qui m'a plus le surpris, c'est de savoir que Dakota Fanning a encore une carrière, parce que je pensais franchement qu'elle avait arrêté de tourner, quoi. Eh ben non. Non, c'est la bonne surprise du truc, hein, parce que c'était gamine, elle était très bonne actrice, elle était flippante comme pas possible, un excellent contraceptif elle toute seule, je n'ai pas envie d'avoir des gosses. Mais ouais, non, sinon franchement, ça ressemble trop du Shyamalan pour m'intéresser. Mais... Et sinon, moi, la bonne surprise, vraiment, je trouve que la bande-annonce, c'est une super bonne surprise, c'est Love Lies Bleeding 2. Excusez-moi, j'ai oublié le nom, de Rose Glass, qui est une réalisatrice britannique. J'avais sur la converse avec XP et Charlotte, je t'ai mis le. Je sais pas si tu te souviens, Sophie, ce qu'elle avait fait avant Sainte Maud, je crois. Sainte Maud. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, si ça vous parle. Si, je l'avais vu, ouais. C'était bien? C'était ouais, non, c'était pas mal, mais ouais, c'était un peu étrange. Je regarde pas forcément un bon souvenir, mais pas mauvais non plus, quoi. D'accord. Tu l'as vu, Sophie, toi? Non, son précédent, non. Par contre, j'avoue que là, la bande-annonce me donne envie de se lire. Ouais, ça a l'air très cool, hein, vraiment. Avec Viggo Mortensen est méconnaissable. Ouais, et comment il s'appelle oh putain, merde. Mais c'est pas Viggo Mortensen, c'est. Attends. C'est Ed Harris. Ah, c'est Ed Harris. Oui. Ouais, je me disais pourquoi il y a Viggo Mortensen. Je me rappelais de Robocop, mais. Elle confond Ed Harris et Viggo Mortensen, mon Dieu. C'est pas sympa pour Viggo, parce que quand même, Ed Harris, c'est bien un peu plus vieux, j'adore Ed Harris. Ouais, oui, mais il est beaucoup plus vieux que Viggo, normalement. Hein. Mais ils ont beaucoup joué ensemble, non? C'est peut-être pour ça que tu les Peut-être.
Mais ça, franchement, là, ça a l'air bien. Moi, ça m'a beaucoup donné envie d'aller voir le film. Une Du espèce bon gros d'ambiance, néo-noir. ouais, une ambiance redneck Ouais. et tout. Ça me pense un peu à Célura et Lula, Thelma et Louise, dans l'ambiance. Ouais, c'est ce que Faye m'a dit en voyant la bande. Elle était pas trop hypée, mais ouais, bah pourquoi pas. Et c'est marrant parce que entre Robert Pattinson et Kristen Stewart, sorti de Twilight, ouais. Et je trouve qu'ils font des choix de films intéressants. Ouais. Ils essaient de partir vers des trucs plus indés, plus autorisants. Ouais, Et enfin, Ah, elle a quand même fait Charlie's Angel. C'est pas oui, tout le truc plus ouais, mais elle a autorisant. fait aussi personnage Chopper, qui Oui, était non, mais très voilà, bon. elle mène une bonne petite carrière, mais bon. Mais après, ouais, elle aussi, entre les trucs un peu plus mainstream et les trucs un peu plus autorisants, Ouais. quoi. Donc ouais, pourquoi pas. Ce sera peut-être la petite surprise de la semaine qui pourra nous donner. Bah pour moi, il me donne carrément envie, hein, vraiment. Tu sens bien le film qui va mal finir. Mais- Oui, donc, j'avoue. donc avec une grosse thématique autour du culturisme aussi, et puis du lesbianisme. Mm. Il y a Et de la famille toxique. et de famille Oui, j'avoue. toxique. Et ouais, non, ça a pas l'air mal du tout. Il y a Jenna Malone aussi qui joue dedans, et j'aime beaucoup cette actrice. Donc, ouais, pourquoi pas. Angel, ça t'a donné envie ou vraiment pas du tout? Non. Moi, cette année, je vais voir Deadpool Wolverine, Vice Versa 2 et Vaiana 2, tu vois. Ah ouais, comprends à peu près. on n'est pas du tout dans le même esprit. Voilà. Mais en tout cas, peut-être qu'on vous donnera notre retour sur Love Lies Blinding. Et sur ce, on a terminé cette émission. Merci à toute l'équipe, c'était très très cool. Merci Angel, merci Sophie. Vous pouvez retrouver tous les liens pour découvrir ce que fait Sophie, le recueil de nouvelles où vous retrouvez sa nouvelle, ses articles sur Sueur Froide, son site internet, tout ça, c'est dans la description. Le Substack de Spades, où vous retrouvez la critique qu'il a fait du comics dont j'ai déjà oublié le nom. Haunted Girl. Ouais, qui avait l'air très cool. Allez vous abonner à son Substack. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de pop culture, pour parler de plein de trucs. J'espère que vous serez là au rendez-vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Tchuss. Ciao.